Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui je pense que je vais vous filmer la voiture la plus spéciale de ma chaîne. Vous en avez une sous vos yeux, on est en France, une Trabant 601 de 1978. Avant que je vous parle de la voiture de la Trabant en tant que telle, il faut que je vous dise que c'est une voiture qui est assez symbolique pour moi parce que bien qu'on en voit extrêmement peu en France, si vous me suivez sur Instagram, vous savez sûrement que j'ai vécu 1 an à Berlin. Or Berlin, bien sûr, c'était en Allemagne de l'Est, la ville à moitié occupée, à moitié en RDA. Et donc la Trabant, c'est vraiment la voiture symbolique de la RDA, de l'ex-Allemagne de l'Est. On en voyait quand même quelques-unes, toujours avec leur vieille plaque allemande, leur vieille plaque DIN. Et donc de pouvoir en filmer une comme ça aujourd'hui en France, c'est assez symbolique, c'est une petite boucle qui est bouclée. Maintenant j'habite plus en Allemagne, mais ça me fait vraiment plaisir d'en avoir une sous les yeux. Je tiens à remercier vivement Adrien et Grégory qui sont aujourd'hui venus avec la Trabant pour me la mettre à disposition et pouvoir tourner cette vidéo. C'est vraiment une voiture qu'on voit pas tous les jours. Donc un grand merci à eux pour leur temps et leur gentillesse, et aussi pour leur savoir sur la Trabant. Comme je vous disais, la Trabant, on en voit très peu en France, et pour cause, elle n'a jamais été officiellement importée. En fait, c'était une voiture produite localement en Allemagne de l'Est, en RDA, par la société AWZ, pour les Allemands de l'Est. Et d'ailleurs, au début, les Trabant modèle donc P601 n'étaient même pas distribués dans les autres pays du bloc soviétique. C'est seulement à partir des années 70-80 qu'elle a commencé à être vendue en Pologne, en Yougoslavie, en Bulgarie, etc. Donc c'est vraiment un pur produit de l'Allemagne de l'Est. Un point important, mais que j'ai appris seulement aujourd'hui, Trabant, c'est pas le nom d'une marque en fait, c'est le nom du modèle. La marque, c'est AWZ, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez leur logo ici sur le capot, un plutôt joli logo d'ailleurs. Mais donc c'est la société AWZ qui avait son usine dédiée pour produire les petites Trabant. Et d'ailleurs la Trabant ici 601 n'est pas la première du nom, puisque avant qu'elle soit lancée dans les années 60, il y avait eu d'autres modèles Trabant et qui étaient avec des carrosseries beaucoup plus rondes. Là vous voyez, ces lignes sont plus dans l'air du temps, en tout cas dans l'air du temps des années 60 lorsqu'elle a été sortie. Elles sont plus tendues, les surfaces sont plus plates. On voit notamment sur les ailes latérales. Elle a également des espèces de petits ailerons façon Peugeot 404. Donc ça se termine comme ceci avec des feux en pointe. On est vraiment ancré dans les années 60, même au niveau du toit. Cette chute de toit légèrement abrupte, un petit peu verticale. On voit qu'on n'est plus dans les années 50 où tout était rond, où tout était entre guillemets biodesign avant l'heure. Et pareil pour les phares avant, ça rappelle encore une fois la 404. Et comme il était souvent coutume pour les voitures des pays de l'Est, eh bien son design a seulement évolué à la marge durant sa carrière. Là, celle-ci est de 78. Et honnêtement, ce qui change par rapport aux versions d'origine, eh bien, ça va être seulement quelques détails en plastique noir, comme les extrémités ici de pare-choc ou bien les butoirs noirs de pare-choc. Autant donc la Trabant en France, ça nous évoque pas grand chose, si ce n'est vaguement l'Allemagne de l'Est, peut-être pour quelques connaisseurs ou amateurs. Autant en Allemagne, pas que de l'Est d'ailleurs, c'était une voiture qui est devenue culte. Au même titre que la coccinelle en Allemagne aussi, ou bien la 2 chevaux chez nous. C'était un petit peu une voiture du peuple voulue par l'entreprise d'État AWZ. Une voiture du peuple qui s'est diffusée finalement à pas tant d'exemplaires que ça au regard des ambitions, puisqu'elle avait une usine dédiée et il y a eu environ un peu plus de 2 millions d'exemplaires qui ont été fabriqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture à carrosserie en fibre de plastique avec un mélange de coton, de fibre de verre. Donc c'est une voiture qui mettait beaucoup plus de temps à être construite qu'une voiture standard. Et pourquoi elle a cette carrosserie en plastique? Parce qu'il y avait un manque criant de ressources dans le bloc soviétique et notamment en Allemagne de l'Est, donc un manque d'acier. C'est pour ça qu'on l'a faite en plastique. Les délais étaient tellement longs qu'à la fin de sa carrière, dans les années 70-80, ça atteignait 10 ans. Vous commandiez la voiture à vos 18 ans et puis elle était livrée en gros pour vos 30 ans. C'était complètement fou, sachant que c'est une voiture qui n'a quasiment rien à offrir, hein, si ce n'est un toit et 4 roues. C'était aussi une voiture pour laquelle l'usine vous conviait pour sa réception avec les autres propriétaires. Il y avait une espèce de cérémonie façon top client chez Ferrari. Un autre point qui est amusant à mentionner aujourd'hui, mais qui n'était pas amusant pour les clients de l'époque, c'est que la voiture, elle était affichée à un prix d'appel d'environ 1000
marque d'Allemagne de l'Est. Sauf qu'en fait, pour ce prix-là, vous n'aviez pas la voiture. C'est-à-dire qu'il y avait des options qui étaient indispensables, comme par exemple la ceinture de sécurité qui permettait d'homologuer la voiture. Eh bien, c'était une option, mais tellement chère que presque ça doublait le prix. Donc malgré son aspect minuscule, son moteur tout petit, eh bien, c'était pas une voiture dont le prix était au rabais. Seulement ses prestations, malheureusement, il faut dire les choses. N'empêche, pour une voiture du bloc de l'Est, qui a été conçue à l'économie totale, il y a quand même quelques petits détails de design qui sont remarquables, je trouve, sur la voiture. Donc vous avez, par exemple, sur le toit, même si c'était standard dans les années 60, une gouttière chromée qui fait bien tout le tour de la voiture, bien en relief. Vous avez aussi ici ce petit détail, ce petit pli, j'allais dire dans la tôle, mais non, dans le plastique. Là, on a des aérations que je soupçonne d'être factices puisque le moteur est à l'avant, donc je ne vois pas ce qu'il y a à aérer, et à l'intérieur, là-bas, vous voyez, ça correspond à rien. Ici, le store façon voiture américaine a été rajouté, donc ça, c'est pas d'origine. De même que le petit sticker du club Trabant européen. À l'arrière, dont je vous parlais tout à l'heure, les ailerons avec cette ligne qui remonte ici et qui va courir tout le long de la carrosserie jusqu'au feu avant. Ça reste plutôt élégant, à la différence du pare-choc qui lui est un peu balourd, surtout qu'il n'est pas chromé. Bon, par contre, il y a d'autres éléments de design qui sont vraiment très basiques, hein. Les bavettes ici qui ne sont pas siglées, rien du tout. Le pot d'échappement qui est véritablement un tuyau de poêle et rien de plus. Par contre, sur les jantes, on a quand même un petit effort avec ce joli cabochon qui reprend le logo AWZ. Et en fait, pour des jantes en alu tout à fait basiques, elles sont pas si moches que ça. Et elles n'étaient pas de toute manière destinées à recevoir des enjoliveurs. Donc c'est tant mieux comme ça. Pour le reste, c'est de l'utilitaire pur. Le gros joint en caoutchouc autour du pare-brise pour remplacer le chrome. 2 minuscules essuie-glaces. Des rétroviseurs montés façon 2 chevaux. Et puis des poignées de porte, elles aussi, tout aussi rudimentaires. Vous vous demandez sûrement pourquoi il ne s'agit pas simplement d'une Trabant 601, mais une 601S. Bon, le S, c'était pour spécial, vous l'aurez deviné. Et spécial, c'est un bien gros mot puisque cette voiture n'a vraiment rien de spécial par rapport à une Trabant standard. En fait, c'était simplement qu'elle offrait des options supplémentaires, comme par exemple les feux de recul, qu'elle n'a pas ici, ou bien les anti-brouillards à l'avant, elle les a pas non plus. Donc en fait, c'était simplement un moyen d'accéder à des options, mais de même pas les obtenir. Je vous propose de passer à l'intérieur et attention, âme sensible, s'abstenir, puisqu'il ne faut pas avoir peur du vide avec cette voiture. En effet, il y a encore moins de choses que sur une Panda ou une 2 chevaux. Pour autant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cet intérieur est plutôt chaleureux et ça le doit beaucoup aux couleurs façon années 70 avec ce biton marron-orange et surtout ces incroyables sièges au motif zébré comme ça, un petit peu jaune. Regardez-moi ces couleurs. On ne se sent pas du tout dans la grisaille de l'Allemagne de l'Est un jour d'hiver. Au contraire, c'est une voiture qui est très chaleureuse et donc plutôt lumineuse avec cet intérieur aux couleurs typiquement 70s. On va commencer avec la porte. Donc, porte en plastique d'une finesse comme ça. Je vous laisse réfléchir à la sécurité, mais de toute façon, c'est pas l'objet de cette voiture. Non, l'objet, c'est bien la simplicité et l'utilisation. Et donc, vous avez une porte qui comporte les 4 éléments principaux de toute porte de voiture, à savoir une poignée à coudoir pour tirer et fermer la porte et éventuellement vous reposez le bras, la petite poignée de vitre manuelle, ça au moins ça tombe jamais en panne, et quand il fait froid en Allemagne, vaut mieux pas que ça tombe en panne des vitres électriques, et puis une minuscule, vraiment minuscule poignée en plastique plutôt frêle pour déverrouiller la porte. Enfin, le dernier élément, c'est ce vide-poche qu'on peut un petit peu détendre comme ça et mettre pas mal de choses dedans. Appréciez aussi la simplicité absolument ascétique des charnières. On a juste ça et ça, rien d'autre. Et puis le rétro monté directement sur le montant. Ma première remarque concernant l'intérieur de cette Trabant, ce n'est pas son dépouillement, parce que ça c'est même pas une remarque, c'est une évidence, mais c'est le fait qu'on est extrêmement proche du volant et des pédales. Là, le siège est reculé au maximum.
Vous voyez que le siège passager est plus avancé que moi et j'ai les jambes pliées et je touche véritablement les pédales. Mon volant, je peux à peine le filmer, il est super proche de moi aussi. Et puis le pédalier est décalé à droite. Ça c'est l'embrayage, ça c'est le frein et ce tout petit truc là-bas, c'est l'accélérateur. Et vous voyez pour le reste, le plancher est totalement plat. Attention, démarrage du 2 temps. Et je vous avais prévenu, ça vibre, hein. Bon, vu d'ici, c'est pas super joli, hein, forcément. Là-bas, on a pas mal de câbles. Alors, il devrait y avoir un cache pour cacher un petit peu ces fusibles. Mais sinon, ça reste très transparent, très accessible. On a directement la colonne de direction ici. La clé de contact, au passage, super jolie, très typée bloc de l'Est ici. Et ce grand bac en moquette feutrine qui court tout le long et qui fait office de boîte à gants, dépôt et même console centrale si on veut, façon Fiat Panda ou 2 chevaux encore une fois. Vous avez une seule jauge, c'est la vitesse, elle monte à 110, donc franchement un compteur avec 120 c'est pas galvaudé, elle monte quand même à 110. Le kilométrage, faut pas lui faire confiance, on ne sait pas si elle a 400 000, si elle a 40 000, 240 000. Fait assez incroyable, il n'y a pas de jauge à essence au compteur sur cette voiture. Il y en a une, mais vous verrez après, il n'y en a pas à l'intérieur. Donc en fait, vous avez ce petit dispositif 100% manuel où vous indiquez le nombre de kilomètres que vous avez parcouru avec le précédent plein, vous le remettez à 0 et en fait, il va avancer au fur et à mesure que vous roulez. Ça vous indiquera à peu près le nombre de kilomètres que vous pourrez faire. Pour le reste des éléments, ça va être très rapide. Vous avez à gauche les essuie-glaces. Ici, à votre avis, c'est quoi? Le klaxon. Ici pour mettre en route les phares. Et enfin, si vous voulez mettre les feux détresse, c'est une variante des clignotants. Vous pressez ce bouton et ensuite vous mettez le commodo et voilà. Au passage, vous remarquerez que ce volant est bien plus moderne que le reste de la voiture. C'est un volant full plastique façon 70s, 80s avec écrit Trabant et le logo AWZ ici, qui est très disgracieux, mais vu qu'il va avec la voiture, qu'il est d'époque, je dirais qu'il faut absolument le garder comme ça. Pour le reste, il n'y a littéralement rien. Ça, c'est simplement une poignée de maintien, et je pense pas qu'il faut trop se maintenir, parce qu'à mon avis, on peut facilement arracher la planche de bord. Il y a quand même un cendrier ici, voilà, il est très glauque, mais c'est littéralement tout, ça, c'est de la pure décoration. Ah si, j'oubliais quand même, vous avez vos tirettes de ventilation en dessous. Donc là, vous tirez celle-ci, c'est pour avoir de l'air. Là, je pense que c'est haut ou bas, donc pare-brise ou pied. Et puis là, c'est éventuellement pour avoir du chauffage. Côté plafonnier, bon, ça va aller vite, hein. Là, on a directement le plastique du toit. Là, on retrouve la carrosserie extérieure. Minuscule rétro avec un petit peu de piqué comme ça, je trouve ça une superbe patine. Des pare-soleil, quand même, merci AWZ, sans miroir de courtoisie, ça va de soi. Et c'est tout. Et là où je trouve que la voiture se rapproche d'une 2 chevaux ou d'une 4L, et bien en fait c'est parce qu'elle a cette boîte de vitesse au volant ici. Donc vous embrayez en bas. Et ensuite, les différentes vitesses vont se passer. Bon, il faut pousser, tirer, descendre vers le bas. Il n'y a pas de boîte de vitesse au pied, donc le plancher est véritablement plat. Au passage, le frein à main 100% métallique, ça fait bien soviétique. Honnêtement, je pense que l'accessoire ultime, l'élément que je préfère dans cette voiture, c'est le manuel d'époque. D'abord parce qu'il est uniquement en allemand, donc si vous avez un problème, vous avez intérêt à avoir Google Traduction. Et puis surtout parce qu'il y a cette Trabant extrêmement mignonne avec sa configuration orange et bande blanche. Vous voyez, celle-ci, elle a un peu plus de chrome, elle a des enjoliveurs chromés notamment. Un petit manuel en noir et blanc avec beaucoup de texte, quelques schémas et aussi des photos quand même. Là, vous voyez la voiture sans ses panneaux de carrosserie en plastique. Et voilà, ça vous indique tout ce qu'il faut savoir pour véritablement vous occuper de la voiture. Je trouve le manuel assez élégant, bien complet. En tout cas, c'est un petit trésor qui est patiné comme il faut, qui sent bon l'ancien. Côté banquette arrière, il
il faut d'abord remarquer qu'on peut accéder avec 2 adultes. Mine de rien, dans une si petite voiture, c'est plutôt pas mal. Et je trouve qu'elle a un petit côté années 20-30, si vous voyez ce que je veux dire, avec ces gros accoudoirs là, on dirait un espèce de canapé. Cet élément en sky orange plus la persienne combinée avec la banquette, on a une certaine ambiance, une certaine patine d'époque, ça c'est sûr. Et puis vous retrouvez le cendrier qui est uniquement côté passager droit. Allez, je vais essayer de m'incruster à l'arrière pour voir le confort de cette banquette. Oups, vous avez entendu le siège avant se verrouiller. Voilà, je le remets. Et ça vous donne une vue sur la planche de bord. Pour être franc avec vous, j'avais envie de croire que cette banquette avec ces accoudoirs qui sont les intérieurs d'ailes de la voiture allait être confortable. Et en fait, non, il faut reconnaître qu'elle est assez ferme et qu'il y a un moindre soutien lombaire, un moindre creux par rapport au creux qu'il y a sur les sièges avant. Donc je vous recommande, si vous voyagez en Trabant, de vous mettre à l'avant. Je vais vous montrer le coffre et pour moi c'est l'une des plus grosses surprises de la voiture. Non pas par son mécanisme d'ouverture, ni par le plastique nu et la fragilité de ses charnières, mais bien par sa taille. Parce que l'avantage d'avoir une voiture qui est 100% vidée, avec aucune isolation, aucun tampon par rapport à l'extérieur, encore une fois là, c'est les ailes, les passages de roues, et bien c'est que le coffre, il peut se permettre d'être assez profond. Et pour une voiture de 3,50 m, eh ben on peut mettre pas mal de choses, je pense. Hein. Pas mal de choses. Et comme vous le voyez, eh bien, le coffre sert à entreposer des choses. Au premier lieu desquels ce triangle de signalisation d'époque, il est en tissu. Ça, c'est incroyable. Et là, vous avez un espèce de trépied que vous dépliez sur lequel vous venez poser votre triangle de signalisation. Et autant vous dire, quand je dis qu'il n'y a pas de garniture, il n'y a vraiment pas de garniture. Donc là, les fils sont à nu et ça, c'est d'origine. Et puis, vous voyez là-bas, on a directement accès à la banquette dont le dossier est en bois. Oui, oui. Au passage, Adrien m'a fait remarquer quelque chose que je trouve très comique. Cette voiture, il l'a récupérée avec un crochet d'attelage. Ça veut dire qu'elle a servi à tracter. Alors avec 25 chevaux et 600 kg, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir tracter, mais ça existait et donc forcément, c'était possible. Niveau technique, justement, ce qui est très rigolo avec cette voiture, c'est qu'elle est plus proche d'une moto que d'une vraie voiture. En fait, vous avez un tout petit moteur de 601 cm3, donc tout simplement le nom du modèle, 601 cm3 et c'est un moteur 2 temps, donc c'est vraiment un moteur de moto et ça développe une puissance délirante de 25 chevaux. Mine de rien, 25 chevaux, là on est venu à 3 personnes. La voiture pèse 600 kg grâce à sa carrosserie en plastique, en fibre. Bah, en fait, ça suffit. Et elle est équipée d'une boîte 4 vitesses. Donc vous avez un mix entre moto et voiture, même si au niveau de l'homologation, esthétiquement, suspension, roues, freins, etc., c'est une voiture. Sous le capot, voilà le moteur de la bête. Donc en fait, le moteur, c'est juste ici. C'est tout petit, il y a une espèce de cuir dessus pour plus ou moins l'isoler. Donc c'est un moteur 2 temps, ce qui fait qu'il n'y a pas d'huile. L'huile, vous allez le mélanger avec l'essence dans le réservoir qui se trouve là, littéralement. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas de soupape, il y a un refroidissement par air, c'est vraiment, ça a plus de la mobilette que de la voiture. Hein. L'avantage, c'est que c'est hyper accessible, hyper facile pour un mécano. Alors, pour moi, ça serait compliqué quand même, mais pour un mécano, c'est hyper facile. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut identifier les composants super facilement. Donc ça, par exemple, c'est un conduit d'air qui va directement dans l'habitacle pour aérer la voiture. Donc ensuite, vous avez ici le conduit de chauffage. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il est relié au gaz d'échappement. Donc en fait, les gaz d'échappement vont passer aussi à l'intérieur avec une double paroi. Donc vous respirez normalement pas les gaz d'échappement, mais quand même un petit peu dans les faits. Et puis ça génère donc de la chaleur qui est reliée, vous voyez, au conduit d'air dont je vous parlais tout à l'heure, qui va directement dans l'habitacle. Et pour le reste, eh bien, il n'y a pas grand chose de plus. Si, il y a la boîte de vitesse qui est juste là. Et on peut voir à travers, par là-bas, les ressorts à lame de la voiture. Et enfin, si on passe en dessous de la plaque, vous avez le silencieux d'échappement qui est à l'avant. On se demande pourquoi. Et ensuite, c'est un tube tout droit qui va jusqu'à l'arrière, dont je vous ai montré tout à l'heure. Mais voilà, le silencieux est littéralement sous la plaque, donc vous n'avez pas intérêt à avoir un choc frontal. Une autre caractéristique, je pense, propre à la Trabant,
La calandre en entier est démontable pour améliorer l'accessibilité moteur, même si c'est déjà très accessible. Démonstration avec Adrien. Et voilà ce que ça donne. La calandre est par terre, quand même accrochée par un petit câble. Et donc là, on a accès totalement au moteur, au carburateur qui est juste ici. Et au global, et ben ça reste très pratique. Pour conclure, je veux remercier encore une fois Adrien et Grégory pour ce début de soirée complètement fou avec cette petite Trabant. C'est la première et probablement la dernière que je vais croiser dans mon quartier. Je suis très content d'avoir pu vous la montrer sur la chaîne. Encore une fois, Berlin pour moi c'est une ville qui est très spéciale, donc ça me fait un super souvenir. Donc merci à eux d'être venus aujourd'hui. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like, à partager la vidéo, ça permet de faire connaître la chaîne, c'est toujours un plus. Et puis si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous m'envoyez un message sur Instagram ou bien un petit email à l'adresse qui s'affiche et puis on peut arranger ça. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!